Nous commençons donc cette première session du colloque, consacrée principalement aux politiques linguistiques et aux politiques linguistiques et éducatives. Donc pendant cette session, on va dire 5 personnes devront intervenir, 6 personnes pardon. Une dernière personne nous rejoindra par la suite parce qu'elle est plus justement dans le conseil pédagogique de la faculté. Donc, le premier à intervenir va être M. Lossini Fanny, qui nous vient de Côte d'Ivoire. Alors, M. Fanny Lossini est maître assistant et spécialiste en littérature théâtrale. Il a occupé la fonction de secrétaire général de mairie pendant quelques années dans son pays. Ensuite, on va passer à la profession d'enseignant-chercheur à l'université Pelopro Gon Coulibaly de Korogo. J'espère que j'ai bien prononcé ça. Merci beaucoup, M. Fanny. En Côte d'Ivoire, évidemment. Alors, il est auteur de plusieurs publications, notamment dans le domaine en relation avec le domaine du théâtre, théâtralité dans les rites, l'initiation Sénifou, cas du bateau du département de Boundiali, publié aux presses académiques francophones, la théâtralité dans les rites d'enterrement des oiseaux Sénifou du CAFIC, entre hommage et violence, publié en 2018 à la revue Ingénierie culturelle du Togo. Et il est là pour nous parler davantage du théâtre. Sa communication s'intitule La théâtralité du Poro, une politique linguistique chez les Sénifou du Nord de la Côte d'Ivoire. Monsieur Lossini Fanny, à vous la parole. Alors, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous au Maroc, c'est ma première fois. Et je suis vraiment été accueilli par la fraîcheur. Nous sommes sous les tropiques, sur là-bas. Donc, excusez-moi si vous sentez un petit retournement de mon corps. Alors, je voudrais intervenir sur la théâtralité du Poro, une politique d'intégration linguistique chez les Sénoufo du nord de la Côte d'Ivoire. Les Sénoufo, c'est une communauté autochtone du nord de la Côte d'Ivoire. Et la langue parlée, c'est bien sûr le Sénoufo, qu'on appelle aussi le Sénariche. Alors, l'objectif général de cette publication vise à montrer le rôle de la théâtralité du Poro dans l'intégration linguistique des migrants dans le nord de la Côte d'Ivoire. Nous avons des objectifs spécifiques. L'étude vise à donner l'origine des migrants, à identifier leurs motivations, à énumérer les conséquences de la migration, à définir la notion de Poro et en ressortir la dynamique de la théâtralité dans le processus d'intégration des migrants. Voilà un peu le plan. Nous avons une introduction en petit 1, le flux migratoire dans le nord ivoirien, origine, motivation et conséquences. En petit 2, nous avons la théâtralité du Poro pour la politique d'intégration linguistique. Et bien entendu, cette politique a des résultats que nous allons présenter dans le petit 3 et la conclusion. En introduction, déjà, nous pouvons dire que après les indépendances des pays d'Afrique occidentale, nous avons eu un important mouvement migratoire, surtout en Afrique de l'Ouest. Ces déplacements ont entraîné l'augmentation brutale de la démographie de certaines nations, comme la Côte d'Ivoire. Les autochtones Sénoufo du nord ivoirien ont accueilli de nombreux migrants venus des pays voisins, entraînant d'énormes problèmes. Donc, afin de pallier ces difficultés, les Sénoufo font recours à une politique d'intégration appelée la théâtralité du Poro. C'est une politique un peu toute particulière et une politique traditionnelle qui vient en appui à la politique déjà menée par le gouvernement ivoirien. Alors, comment se présente cette politique? C'est là la problématique. Après avoir parlé des origines, des motivations et des effets de la migration, nous terminerons par la politique d'intégration et ses résultats. Le flux migratoire dans le nord ivoirien. Le flux migratoire en Côte d'Ivoire a des origines, des motivations et des conséquences qu'il convient d'analyser sur plusieurs plans. Origine et motivation des migrants,
Les migrants que nous trouvons en Côte d'Ivoire sont essentiellement originaires des pays de la CEDEAO. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, la Guinée, le Libéria. Leur présence dans le pays peut s'expliquer par des raisons économiques, politiques et humaines. Bon, humaines, hein, je parle de eux, excusez-moi. Les raisons économiques et politiques. Économiquement, les migrants sont attirés par l'agriculture, parce que la Côte d'Ivoire a des terres qui répondent à l'agriculture du café, du cacao et de certaines céréales. Il y a aussi le commerce, l'emploi, les richesses naturelles, c'est-à-dire par richesse naturelle du sol et du sous-sol, et l'existence de deux ports maritimes. On a le port autonome d'Abidjan et le port de San Pedro. Politiquement, les migrants fuient aussi les crises militaro-politiques de leur pays d'origine pour rejoindre la Côte d'Ivoire. Il y a un air qui a sauté. C'est ce matin que j'ai essayé de rejoindre la Côte d'Ivoire où la situation politique est plus stable. Le coup d'État au Nigeria et au Burkina Faso en 1966, au Mali en 1968, au Libéria en 1980, ont provoqué un déferlement de leurs ressortissants en Côte d'Ivoire. À ce moment, la Côte d'Ivoire était très stable politiquement. Il faut considérer aussi la politique d'immigration du premier président de la Côte d'Ivoire, à la personne de Félix Houphouët-Boigny, qui a fait de son pays une terre d'hospitalité lorsqu'il disait tout le temps: ce que nous faisons en Côte d'Ivoire, c'est accueillir, et nous accueillons avec humanisme à l'africaine, empreint de fraternité. Et cette citation se trouve dans le journal Fraternité Matin de 1985. Au plan humain, il faut comprendre aussi que la présentation sociale dans les pays d'origine des migrants, comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, est souvent très élevée et la charge par individu est lourde face aux faibles revenus par habitant. Le niveau de pauvreté est élevé dans ces pays par rapport à la Côte d'Ivoire. Nous avons des chiffres qui le montrent. On fait dire à Huitol et Wendel que le flux migratoire sans cesse croissant trace les grandes lignes de partage du monde, là où les écarts de richesse, de niveau de vie, de produits démographiques sont les plus criants. Bien entendu, cette migration a des effets. Alors, nous allons parler de ces effets. La multiplication des foyers de familles d'immigrés en Côte d'Ivoire entraîne une augmentation accélérée de la proportion étrangère. Celle-ci pose le problème de communication, de chômage, de conflits fonciers, de délinquance et de déséquilibre social. Les chiffres de la sécurité nationale de la Côte d'Ivoire ont montré que la plupart des délinquances en Côte d'Ivoire, quand on mène des enquêtes, c'est généralement les immigrés sont impliqués. Et à cela, il faut ajouter que les éleveurs maliens sont nombreux en Côte d'Ivoire, Guinéens et Burkinabés sont en conflit permanent avec les agriculteurs autochtones sénéfaux à cause des dégâts de culture provoqués par l'élevage incontrôlé. Alors, on en vient au sujet clé qui est la politique d'intégration. Tous ces problèmes, comment est-ce qu'il faut les maîtriser? Alors, l'État a mis des politiques d'intégration en place, mais qui peinent à s'étendre dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Donc, chaque région essaie, tant bien que mal, de s'approprier une politique propre à sa région. Ainsi que le poro a été utilisé par les Sénéfaux du nord de la Côte d'Ivoire pour essayer de pallier ces difficultés. Le poro est une institution d'initiation traditionnelle qui s'occupe de la formation et de l'éducation de la population. Alors, le poro ouvre ses portes à toutes les couches sociales, à tout le monde. Tout le monde peut participer à cette formation, à cette éducation. Au-delà donc de son aspect sacré, parce qu'il y a un aspect sacré, il y a un aspect populaire, le poro est un événement culturel spectaculaire. Sa théâtralité se présente comme une politique d'intégration socio-culturelle et linguistique. Selon Adami et André,
cette politique permet l'acquisition de la langue dominante du pays d'accueil, de la Côte d'Ivoire, en milieu social et ou par le biais d'une formation qui permet aux migrants allophones de comprendre et de se faire comprendre des locuteurs utilisant la langue dominante qui est la langue sénéfo. Alors, comme l'école moderne, le Koro comprend 3 cycles de formation de 7 ans. Le premier cycle est appelé le Kongora, en langue sénéfo. Le deuxième cycle, c'est le Kumora. Et le troisième cycle, c'est le Tchologo. Le Tchologo, qui est le nom même d'une région, d'une sous-région du nord de la Côte d'Ivoire, appelée la région du Tchologo. Alors, nous voyons en image là des jeunes gens de toutes tendances confondues. Parmi eux, il y a des migrants, il y a des autochtones. Nous voyons ceux qui sont habillés devant avec les bonnets blancs, sont ceux qui ont atteint déjà le 3e cycle. Et au milieu, ceux qui sont torse nu avec pratiquement des cachets sexes, c'est ceux qui font le 2e cycle. Et derrière, tout juste derrière, à l'arrière-plan, ce sont les initiés du premier cycle. Ils vont faire leur entrée pour la formation et pour l'apprentissage de la langue et la culture sénéfo. Alors chaque cycle initie les apprenants à la manipulation de la langue et à la maîtrise de la culture sénéfo par le biais des spectacles. La théâtralité du Koro donc permet d'évaluer les apprenants en connaissances linguistiques et culturelles. Juste après la formation, il y a un spectacle qui est organisé pour voir si les jeunes ont maîtrisé ou si les apprenants ont maîtrisé la langue et la culture sénéfo. Et ça se fait très souvent à la place publique que vous voyez là-bas, qui est matérialisée par le hangar. Les spectateurs sont assis sous le hangar, en train de regarder les apprenants qui sortent du bois sacré, qui sont en train de faire des démonstrations de la culture sénéfo, des démonstrations de parler. Les résultats de la politique d'intégration. Bien entendu, après tout ce spectacle, après cette formation, la théâtralité du Koro en tant que politique d'intégration parvient à lutter contre la discrimination et la délinquance en créant une symbiose entre migrants et autochtones. Elle réussit ainsi à maintenir la paix et l'équilibre social. Elle favorise le développement économique. Elle parvient à imposer la culture autochtone et le sénéfo comme langue dominante, permettant aux migrants et aux autochtones de communiquer facilement. Alors, en conclusion, la politique d'intégration linguistique dans le nord de la Côte d'Ivoire repose essentiellement sur la théâtralité du Koro. Bien que la langue sénéfo ne soit pas exclusive au Koro, sa théâtralité contribue néanmoins à la promouvoir, à la vulgariser, à la sauvegarder et à l'imposer comme langue dominante permettant la communication entre autochtones et migrants. De l'intégration linguistique des migrants, la théâtralité du Koro aboutit à l'insertion socio-culturelle, favorisant ainsi la paix et le développement dans la région. Merci de votre attention.